de toutes ces initiatives, la technologie permet de rapprocher les compétences, on l'a vu, mais peut-on effectivement soigner à distance? C'est la question qu'on a posée à un philosophe, à vous, professeur Guillaume van der Velde. Je vous laisse le soin de nous les éclairer, je vous laisse la parole. Alors, comme vous voulez, au pupitre ou ici. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très content d'être ici. Merci d'être là, ou d'être encore là. Alors, on m'a demandé de faire une synthèse. Je ne ferai pas une synthèse, dans la mesure où je pense qu'il nous faudrait une intelligence artificielle pour faire la synthèse, étant donné que tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, ce sont des témoignages, ce sont des propositions, ce sont des détails, des choses concrètes, qui ont une valeur parce qu'elles sont précises, parce qu'elles sont concrètes, parce qu'elles sont du terrain. Donc une synthèse n'aurait au fond aucun intérêt. Donc ce que je vous propose plutôt, c'est de faire, alors très modestement, hein, moi je suis pas soignant, un parcours, une balade. Vous avez entendu beaucoup de choses, alors des solutions, des dispositifs, des parcours de soins, des nouvelles structures, des nouvelles façons de s'organiser. Ce que je vais vous proposer très modestement, c'est une petite balade à travers un questionnement qui prenne en compte les différents principes, les différentes idées que vous connaissez, et qui sont au principe du soin et au principe de cette évolution que nous propose et vers laquelle on va avec la télémédecine. Et donc, cette balade, ce parcours, va se distinguer d'abord parce que soigner à distance, on en a parlé jusqu'à maintenant, très, très précisément, très concrètement, à la fois dans ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier et surtout ce qu'on va faire demain. Et ce que j'aimerais vous proposer de penser et à quoi réfléchir, c'est que tout simplement, le soigner à distance est rigoureusement impossible. C'est impossible. Soigner à distance, c'est impossible. En fait, c'est impossible parce que l'action à distance est impossible. D'accord ? C'est un vieux problème, l'action à distance. On s'est très très longtemps demandé comment marchait la gravitation. Puisque la gravitation, ça c'est la distance sans contact. Et donc c'est impossible. C'est très bien que pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait un contact. S'il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'action possible. Donc, je vous propose de réfléchir à ça pour commencer. Évidemment, la philosophie, c'est quand même ça l'avantage, c'est qu'on part vraiment de zéro, et on va essayer de repartir depuis le début. On va se demander qu'est-ce que c'est que l'action, qu'est-ce que c'est que le soin, et pourquoi les choses à distance ne sont pas possibles, n'arrivent pas. Ou alors, on s'appelle Jésus, on fait des miracles. On est télépathe. Alors là, ça ne sera plus de la télépathie, ça serait de la télépathologie ou la téléthérapie, mais c'est pas possible, c'est du paranormal, ça n'existe pas. Donc, premier temps, la question du soin à distance, comment est-ce que, au fond, la distance est une sorte de contradiction dans les termes. Le soin à distance est une contradiction dans les termes. Et puis, ça va nous mener à une deuxième question. Je ne vais pas l'appeler le soin à distance, je vais l'appeler le soin technologique. C'est-à-dire qu'au fond, on n'est pas en face en fait, d'une véritable distance, c'est-à-dire d'un fossé, d'un écart, vide entre les soignants et les patients. On est dans une médiation qui est faite par la technologie. Donc on va réfléchir sur la technologie. Et on va voir que cette technologie, évidemment, est extrêmement puissante, on le sait tous, et dans la santé comme dans plein d'autres domaines, mais elle est source aussi de nuisances. Elle est source de puissance, elle est source de nuisances. Donc on va essayer de penser ça, cette technologie dans ce double aspect, et voir comment, du coup, on peut essayer d'en tirer le meilleur parti. Et une fois qu'on en aura tiré le meilleur parti, eh bien, restera une question fondamentale, la plus fondamentale sans doute, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est la question éthique. Alors éthique, qu'est-ce que ça veut dire? Éthique, morale, justice, politique. Je ne vais pas rentrer dans ces précisions terminologiques. La dernière question va être une question politique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a bien mis en œuvre la technologie, que tout fonctionne, qu'on a économisé des choses, qu'il y a des gens qu'on ne traitait pas et qu'on finit par traiter, reste toujours la question politique, je vais l'appeler la question politique pour faire simple, la question politique de comment distribuer le soin, comment répondre au fond avec une offre limitée à une demande infinie. Ça implique toujours une sélection. Et donc on va parler de cette question de la sélection dans un dernier temps. Donc 3 temps, j'ai jusqu'à 19h10, c'est ça? C'est ça? 18h40, d'accord. Je m'adapte. D'accord, non, mais pas de problème. Et donc 3 temps. Premier temps, la question médicale du soin.
On va parler de traitement et de soins, on va voir évidemment que c'est différent. Ensuite, on va poser la question technologique de l'efficacité. Et enfin, on posera la question politique de la justice. Donc, premier temps, la question médicale du soin. Alors, contradiction entre soin et distance. On ne peut pas soigner à distance, c'est impossible. Alors pourquoi c'est impossible? Parce que tout simplement, l'action à distance est impossible. Qui dit action, dit contact. Il n'y a pas d'action sans contact. Donc très longtemps, on s'est demandé comment la gravitation était possible. Newton, comment c'est possible que la pomme soit attirée s'il n'y a pas de contact entre la Terre qui l'attire et elle? Comment une action à distance est possible? On ne comprend pas. Donc il y a Einstein qui est arrivé, qui nous a dit en fait, c'est pas du tout que la Terre attire la pomme, vous avez très mal compris, c'est que la Terre courbe l'espace. Bon, enfin comment la Terre courbe l'espace sans contact? Bon, on n'a toujours pas vraiment résolu cette question, et donc on est à la recherche d'un éventuel graviton. Comme il y avait le boson de Higgs, et le boson de Higgs, ça y est, on l'a découvert. Maintenant, le graviton, on l'a toujours pas découvert, mais on le présuppose. Bon. Donc, l'action à distance est impossible. Alors, ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi est-ce qu'on agit? Donc, vous avez beaucoup écouté jusqu'à maintenant. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'agir? D'où vient l'action? Vous croyez que vous alliez être peinard? Alors, pourquoi est-ce qu'on agit? Pour changer les choses. Pour changer les choses, très bien. Alors pourquoi on veut changer les choses? Pour un mieux-être, pour répondre à un mieux-être. Pour un mieux-être, tout à fait. On veut changer les choses pour un mieux-être, c'est pour ça qu'on agit. Alors pourquoi on veut mieux être? Eh bien on veut mieux être parce qu'on est des êtres vivants. Et en fait, pour aller vraiment à l'origine de l'origine, pour être encore plus simple, on est les seuls êtres de l'univers qui avons des besoins. Alors, on a besoin d'être bien, mais enfin aussi besoin de boire, manger, dormir, se reproduire. Bon, on a des besoins. C'est-à-dire qu'on est les seuls êtres de l'univers qui avons besoin d'autre chose que nous-mêmes pour rester nous-mêmes. On a besoin d'autre chose que nous-mêmes pour rester nous-mêmes. D'accord? Donc là, par exemple, tout à l'heure, on a mangé des petits gâteaux. Un petit gâteau, c'est pas nous-mêmes. Et pourtant, ça va devenir nous-mêmes, dans votre estomac. C'est ça que fait l'estomac. Avec la bouche pour début. On a besoin d'autre chose que nous-mêmes pour rester nous-mêmes. Donc on a des mouvements, on a des processus biologiques, et pour les animaux, c'est-à-dire les êtres cérébrés, les êtres qui se déplacent, à partir du moment où vous vous déplacez, vous devez savoir où vous allez, donc vous avez un cerveau. Pour les cerveaux, pour les gens qui ont des cerveaux, il y a l'action, c'est-à-dire le fait de déployer des efforts pour atteindre un but, pour satisfaire nos besoins. Donc c'est pour ça qu'on agit. On agit parce qu'on est des êtres de besoins. Ces besoins, on les satisfait par notre corps, par notre déplacement, par cet instrument, on pourrait dire, qu'est notre corps, mais qui peut dysfonctionner. D'accord? C'est la maladie. La maladie, la blessure. Et dans ce cas, il faut agir sur cet instrument. Donc, le soin, c'est l'action sur l'action. Vous, quand je me soigne, j'agis sur ce qui me permet d'agir. Donc là, on est dans la phase du traitement. C'est-à-dire que de la même façon que vous réparez un outil, vous réparez un corps. Quoi. Un os brisé, on le répare, on le remet, on le fait se ressouder, une plaie, on cherche on va la nettoyer, on va chercher la coalescence, on va réparer le corps. Donc ça implique un contact. Le traitement implique un contact, par définition. S'il n'y a pas de contact, il ne se passe rien. Donc ça, c'est la première dimension du soin, c'est la dimension du traitement. Mais évidemment, dans le traitement, vous savez bien sûr qu'il n'y a pas que le traitement pur, il y a le soin, il y a prendre soin. En anglais, on a deux mots qui se ressemblent, c'est le cure et le care. Donc le cure, c'est le traitement, c'est-à-dire c'est les actions physiques que j'entreprends pour réparer le corps. Et puis il y a le care, alors là, c'est plus des actions physiques, c'est des actions plus humaines, mais elles exigent également la présence, et presque plus finalement. Autant un robot, alors il y a des robots tueurs, mais il peut y avoir des robots médecins, un robot peut, je sais pas, me faire un pansement par exemple, ou me remettre un os, que sais-je, mais m'écouter et sympathiser avec moi, compatir, ça un robot ne peut pas le faire. Ça c'est encore du domaine de la fiction, et à mon avis de la mauvaise fiction. Donc on a ici un contrepoint au traitement. On pourrait dire d'une certaine façon que le traitement considère le corps comme une chose autre, justement, comme un objet, comme un outil, alors que le care, le soin, prendre soin, ça considère le corps comme un autre moi. C'est ce qu'on appelle la compassion, ce que Rousseau appelait la pitié, dans le sens noble. Vous savez que pitié, ça veut dire deux choses, ça veut dire à la fois la compassion
et à la fois le mépris ou une certaine condescendance. Et donc, pour Rousseau, nous, les humains, et pas d'ailleurs pas que les humains, hein, pour ceux qui ont Facebook, vous avez déjà vu les petits chats et les petits chiens s'entraider mutuellement, hein, mais même entre espèces, hein, on a une tendance naturelle à faire le bien aux autres, ou du moins à vouloir soulager leur souffrance. Rousseau dit, on a une tendance naturelle à se mettre à la place des autres. Et donc ça, c'est la dimension de soin qui implique que je traite l'autre comme moi-même. D'accord ? Donc il y a ces deux choses. Et ces deux choses impliquent la présence. La présence ou le contact. Donc là, le soin à distance n'est pas possible. C'est un non-sens, en fait. Hein. Que ça soit contact ou que ça soit compassion, il faut être présent. Je pense à ce propos à une contradiction dont parle Ricoeur, Paul Ricoeur, qui est un des anciens maîtres philosophiques de notre président actuel. Ricoeur qui disait, finalement, quand on est face à un patient, on a une double action à ces deux niveaux. C'est-à-dire qu'on traite l'autre, on traite le patient à la fois comme un objet, puisqu'on le sculpte, on le palpe, on le traite hein, comme un objet, comme une chose matérielle qui est défaillante, et en même temps, on doit le traiter comme un sujet, comme une personne libre et digne, de qui on doit avoir le consentement, avec qui on doit compatir. Donc on est à la fois face à un objet et face à un sujet, quand on est face à un patient. Ce sont les deux dimensions sur lesquelles je voulais insister, et qui montrent que, à l'origine, ou du moins dans sa réalité la plus immédiate, le soin implique le contact, implique la présence. Maintenant, évidemment, on est dans une société moderne, avec une médecine ô combien efficace, et cette modernité, elle implique la technologie. Or, la technologie, c'est un médium. C'est un médium, c'est-à-dire c'est un intermédiaire, hein, c'est le même mot, médium, intermédiaire. C'est ce qui vient se loger entre ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Et là, vous savez tous, on a parlé tout à l'heure de stéthoscope, hein, vous connaissez tous l'origine du stéthoscope, hein, qui est en fait un acte de soin que l'ANEC voulait faire. Je crois qu'il était en face au début du 19e, il était en face d'une patiente qui avait un léger surpoids, et pour entendre mieux sa respiration et ses battements de cœur, avait enroulé du papier et avait comme ça écouté avec son rouleau de papier son cœur et sa respiration. Et il s'est rendu compte qu'en fait, il entendait mieux. Et c'est comme ça qu'est né le stéthoscope. Or, le stéthoscope implique que je suis à distance du patient. D'accord ? Je mets plus avant, on mettait l'oreille. Bon. Or, le stéthoscope, par la distance, gagne en puissance. D'accord ? Donc, on peut, au fond, dire que cette distance technologique, alors elle implique la présence, mais on voit bien qu'il y a de la distance qui crée davantage d'efficacité. On peut faire un saut entre le stéthoscope de l'ANEC et le câble de Watson. Vous connaissez Watson, j'espère. Élémentaire, mon cher Watson. Watson, c'est l'intelligence artificielle de IBM, hein, qui fait des prédictions, qui fait des analyses, qui défie parfois les meilleurs médecins. Donc Watson n'est que une extension ou une prolongation hein, du stéthoscope de l'ANEC. Et là, je ne résiste pas à la tentation de citer un de mes cinéastes favoris, c'est Kubrick. Pour ceux qui ont vu 2001 de l'espace, c'est le même saut que fait Kubrick tout au début de son film, hein, quand il filme les singes dans une étendue un peu désertique comme ça, qui vivent en groupe, et puis un autre groupe les attaque, c'est le tout début du film. Un autre groupe de singes les attaque, et l'un des singes saisit un os mort par terre et frappe ses assaillants. Et donc découvre, hein, et comme ça il regarde avec des yeux ronds, il regarde l'os et il découvre la puissance de l'outil. Et alors il est tellement joyeux que, voyant cet os et la puissance qu'il a eue en tapant non pas avec ses mains mais avec cet os, qu'il jette l'os en l'air, et l'os tournant en l'air et devient satellite. Et hop, on passe directement à l'époque moderne, et plus que moderne, puisque c'est un satellite qui est dirigé par une intelligence artificielle. Je vous dis pas la fin, mais évidemment la question de l'éthique de cette intelligence artificielle est au centre du film. Donc, on passe d'un outil qui nous met à distance de ce qu'on veut faire, qui nous apporte un gain de puissance, mais qui, bien sûr, est aussi un instrument éventuel de nuisance. Nuisance parce qu'on peut mal l'utiliser, mais nuisance, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, qui est peut-être contenue dans le fait même d'être à distance. Que la distance crée de la nuisance. Alors vous avez insisté que
sur le fait que cette peur qu'on avait quand on a commencé la télémédecine il y a quelque temps, qu'on en parlait, cette peur de déshumanisation ou d'instrumentalisation des patients ne s'était pas produite, il me semble que tant mieux, hein, on peut s'en réjouir, mais que le problème demeure. Le problème du soin à distance demeure, ou du soin technologisé demeure, en cela que quand vous êtes à distance, eh bien, ce rapport humain n'est plus là. Et que la distance crée, à mon avis, deux grandes choses. Une chose qui est grave et une chose qui est très grave. Une chose qui est grave, bien sûr, c'est l'indifférence. Hein, loin des yeux, loin du cœur. Et donc l'indifférence de cette technologie, on la connaît tous, c'est l'indifférence des mails, c'est l'indifférence des boîtes vocales, hein, quand on appelle un service, puis on tombe sur un robot qui vous dit « Ah, dites oui, dites non, dites ce que vous voulez », puis on raccroche parce qu'on n'en peut plus. L'inhumanité, ou la froideur en tout cas, l'indifférence des intelligences artificielles, hein, dont on nous promet monts et merveilles, mais dont on ne voit pas aujourd'hui encore un résultat réel en termes humains, en termes de soucis. Donc d'abord c'est cette indifférence. Et il me semble que cette distance dont on parle dans la médecine, qui aujourd'hui est positive, mais elle est positive parce qu'aussi on est tous ici des gens bien, on sait, mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là, et on sait très bien ce qui peut se passer quand les budgets se réduisent et que certaines décisions politiques sont prises ou ne sont pas prises. Et donc ce risque d'indifférence, elle existe, et il me semble que ce mouvement, alors pas encore tout à fait terminé, mais enfin ce mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas loin d'une problématique semblable, hein, que ces Gilets jaunes, on parle de France périphérique, ces Gilets jaunes qui sont en voiture, ces limitations de vitesse, cette augmentation du prix de l'essence, que là aussi les questions de distance. Et que donc la distance n'est pas neutre, et qu'elle peut créer des distorsions, des indifférences, des injustices. Donc ça c'est la première chose, qui est une nuisance potentielle en tout cas dans la technologie, la distance technologique. Et puis il y a une deuxième chose qui est beaucoup plus grave, c'est l'impunité. J'interviens régulièrement dans les structures de soins, dans les hôpitaux en particulier, sur la question du numérique et l'usage du numérique. Et le fait qu'il y a des mauvais usages. Et d'ailleurs, pas seulement dans l'hôpital. Hein, j'interviens dans différents lieux, et pour vous donner un lieu quand même, on ne penserait pas atteint par ce problème, je suis même intervenu à l'ENM, hein, c'est-à-dire l'École nationale de magistrature, pour sensibiliser, pour réfléchir au fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les nouvelles technologies, en particulier le numérique et les réseaux sociaux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et qu'il faut bien réfléchir. Dans le cadre du soin, c'est évidemment la même chose. Et donc, c'est quoi cette impunité de la distance technologique? Eh bien, quand j'interviens sur le numérique, je raconte souvent ce mythe qui, à mon avis, en dit beaucoup, ce mythe de Gigès. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un mythe que raconte Platon. Il dit, c'est l'histoire d'un pâtre, d'un berger, qui fait paître son troupeau, et puis un matin, qui voit une faille, comme s'il y avait un tremblement de terre, une faille dans le sol. Alors très curieux, il descend et puis il tombe dans une sorte de repère d'un ogre, ou enfin d'un être, voilà, mi-homme, mi-démon. Et puis, il n'est pas là, heureusement, et puis par terre, il trouve un anneau. Et alors, il regarde l'anneau comme ça, bien sûr, il l'enfile, et puis en l'enfilant, il se rend compte qu'en tournant le chaton, en tournant la pierre vers l'intérieur de la main, il devenait invisible. Tu me vois? Tu me vois pas? Tu me vois? Jour, nuit. Trop content le mec. Purée. Et alors là, avec cet anneau, qu'est-ce qu'il fait? Alors je vous pose la question. Imaginez, vous trouvez cet anneau là à vos pieds dans la salle, et un anneau comme ça, et c'est l'anneau de Gigès. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Honnêtement, hein, je ne vous demanderai pas de me le dire. Hein. Bien sûr que non. Mais soyez honnête, quelle est la première chose que vous faites? Ben, le mal. Le mal, évidemment. Vous n'allez pas sauver les gens parce que vous avez l'anneau de Gigès, quoi. Vous n'allez pas devenir infirmière parce que vous avez l'anneau de Gigès, non. Vous allez faire des trucs atroces. Et donc, je raconte cette histoire pour dire, bah, finalement, on est tous dans ce cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'est pas vu, hein, l'idée de l'invisibilité, c'est l'idée de l'impunité. Et ces technologies, cette distance, on le voit sur les réseaux sociaux, crée un sentiment d'impunité où on est porté à faire le mal. Et donc, il me semble que dans cette télémédecine, dans ce soin à distance, il faut faire très attention que la distance qu'on met soit productive et pas destructive, car la distance, elle contient, elle provoque des comportements déviants, des comportements inquiétants. Du coup, évidemment, la question c'est qu'il faut mettre des règles.
il faut mettre des règles pour en tirer le meilleur de la technologie. Ça ne se fait pas tout seul. C'est-à-dire que le tout technologique n'est pas une solution. Il faut mettre des règles. Vous avez parlé de décloisonnement, de casser les codes. Alors casser les codes, c'est bien, mais il en faut de nouveau du coup. On ne rentre pas dans une jungle. Alors, ici se pose la question donc, de l'ajustement, de la justesse, l'ajustement des technologies. On ne peut pas donner les clés à la technologie et dire voilà, technologie, dis-moi ce qu'on peut faire et puis hop, on va le faire. Non, il faut établir des règles, alors des règles réalistes, mais il faut établir des règles. Alors je vais essayer de tenir dans le temps imparti, donc je vais accélérer, mais on en a énoncé un certain nombre, hein, des règles sur la production du soin, des règles sur la frontière, en particulier la frontière des données, les données qu'on partage, les données qu'on ne partage pas, et avec qui, des règles dans la distribution, la question des déserts médicaux, la distribution territoriale, des règles sur la formation, sur l'alliance présentielle médecine à distance, la question des personnes de confiance, donc il faut quand même de l'humain. Donc la technologie doit venir nous aider, mais on doit la garder sous le boisseau, on doit garder la main sur la technologie, et non pas se laisser dicter des règles ou des possibilités. Je pense en particulier au travail qui est fait avec les systèmes d'information. Que parfois les systèmes d'information ont des logiques qui ne correspondent pas aux logiques de soins, et que donc il faut être en dialogue permanent. Pour finir, cette question de la technologie, quand bien même nous aurions la technologie la meilleure qui soit, et nous pourrions multiplier le soin à compétences médicales constantes, comme vous le disiez, se poserait tout de même la question politique, la question de la justice, puisque on aura toujours des besoins de santé infinis. Or, quelles que soient nos ressources, elles seront toujours limitées. Donc, comment fait-on pour ajuster ces deux variables qui sont contradictoires? D'une part, des moyens limités, d'autre part, des besoins infinis. Autrement dit, l'économie n'est pas le dernier mot. Ni la technologie, ni l'économie n'ont le dernier mot, hein, puisqu'il faut faire des choix, il faut faire une sélection. Et donc là, il y a deux critères, hein, bien sûr. Il y a le critère d'efficacité. Qu'est-ce qui est le plus efficace? Et il y a le critère de morale, ou le critère de dignité. Vous avez insisté là-dessus tout à l'heure. Les gens ont beau être vieux, les gens ont beau être handicapés, les gens ont beau ne pas formuler leur peine, ne pas avoir de famille. Ce sont des gens qui ont une valeur, en principe, égale à tous les autres. Et donc, comment faire pour ajuster ces deux paramètres? Le paramètre de l'efficacité et le paramètre de la dignité. Et donc, pour finir, j'aimerais vous proposer une expérience de pensée qui montre qu'on doit combiner les deux et qu'il n'y a pas de réponse simple. C'est l'expérience des tramways. Donc imaginez, vous êtes dans un tramway qui n'a plus de frein. Le tramway dévale la pente et il y a 5 personnes sur la voie. Vous la connaissez? Désolé. Je vous la refais. Mais il y en a plusieurs, vous allez voir, plusieurs histoires imbriquées. Donc vous êtes dans ce tramway, il n'y a plus de frein. Évidemment, il n'y a pas de conducteur puisqu'il est censé être intelligent. Enfin bon, ça ne crée pas des freins, l'intelligence. Et donc, vous voyez horrifié que le tramway va écraser 5 personnes quand vous vous apercevez qu'il y a une voie à droite où il y a un ouvrier qui travaille. Et vous avez un levier qui permet de faire tourner, d'aiguiller le tramway. Et donc la question est la suivante, évidemment. Est-ce que vous ne faites rien et vous écrasez 5 personnes, ou est-ce que vous actionnez le levier et vous écrasez l'ouvrier qui est sur la voie de garage? Alors, puisqu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous faire mariner. On va assumer... Non, on va pas dire... On ne dit pas assumer. On va supposer que vous répondez que vous actionnez le levier. Très bien. Maintenant, deuxième situation. Vous n'êtes plus dans le tramway, vous êtes sur un pont. Mais la situation est exactement la même. Ou plutôt, il y a un tramway qui n'a plus de frein, il y a 5 personnes sur la voie, mais sur la voie de droite, il n'y a pas l'ouvrier, il n'y a personne. Mais en même temps, vous êtes sur un pont. Donc là, vous vous sentez totalement impuissant, puisque vous n'êtes même pas dans le tramway, vous ne pouvez pas actionner le levier. Quand vous vous apercevez qu'à côté de vous, un passant à bas dos comme vous regarde la scène et se penche dangereusement pour savoir ce qui va se passer. Et c'est un badaud assez volumineux. Il est gros, il est obèse. Et vous savez par hypothèse que si vous juste faites un petit mouvement comme ça de coude, il va tomber, ça va faire dévier le tramway qui va aller à droite. Donc je répète ma question. Est-ce que... Il faut arrêter de fumer. Ça c'est déjà fait depuis longtemps malheureusement. Voilà. Donc est-ce que vous le faites? Alors là, normalement, il y a une bonne partie des gens qui hésitent, voilà, qui disent non, là, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. En fait, c'est la même chose. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Bon, maintenant, troisième et dernière expérience. Vous êtes médecin. Et il y a eu un attentat. Arrivent dans votre cabinet 5 personnes extrêmement gravement atteintes
qui ont, dans une urgence vitale de transfert d'organes, de greffe. Et donc vous avez une personne qui a besoin de rein, une personne qui a besoin d'un foie, une personne qui a besoin d'un cœur, l'autre de poumon, et enfin le dernier, qu'est-ce qui est encore indispensable, de pancréas. Vous savez que si vous ne faites rien, ce soir ils seront morts. Or, vous n'avez pas au frigo d'organes. Vous n'avez pas cette chance. Et donc vous vous sentez complètement démuni. Quand tout à coup vous vous souvenez que dans votre salle d'attente, vous avez un jeune homme de 25 ans qui vient pour son check-up annuel. Or, comme vous avez pris du retard parce que vous êtes à budget serré, et donc c'est les gens qui attendent, il s'est endormi. Alors, il s'agit toujours de tuer un pour sauver 5. Hein. Bon, mais vous ne pouvez pas le faire. Donc on voit avec cet exemple, alors je suis obligé de le faire un peu rapidement, mais que la question de l'efficacité n'est pas la seule qui rentre en compte. D'accord ? On voit bien que dans ce cas-là, on ne peut pas le faire, alors même que la question est la même, c'est-à-dire c'est tuer un pour sauver 5. Donc cette question de la justice, de l'éthique, on pourra en parler, mais je la mentionne juste pour vous dire que voilà, même si on avait résolu tous les problèmes technologiques et qu'on avait la meilleure technologie dans le meilleur des mondes possibles, des décisions politiques cruciales resteraient toujours à faire. Donc pour conclure, la question des soins, ça pose la question de l'équilibre du soin. L'équilibre du soin. C'est en quelque sorte la bonne distance. Au fond, comme quand vous allez au musée, vous regardez un tableau, il y a une bonne distance. Si vous êtes trop proche, vous voyez rien. Si vous êtes trop loin, vous voyez rien non plus. Donc il faut trouver la bonne distance. Et donc, à travers la triple point de vue qu'on a vu, hein, la question médicale du soin, la question technologique de l'efficacité, la question politique de la justice, au fond, on voit que la santé de notre corps, c'est pas seulement la santé de notre corps, c'est la santé d'un corps collectif, qui pose pas que la question de la santé, mais qui pose aussi la question du bien-être. Je vous remercie.